Du 13 au 15 novembre, Kinshasa accueille la 10e édition du Makutano. Mine et énergie, finance et tech, hydrocarbures, petites et moyennes industries, agribusiness et santé, industrie culturelle et sport. Plus de 2500 chefs d'entreprise. Le Makutano 10 vous souhaite la bienvenue. Édition spéciale en direct pendant tout le forum sur Top Congo FM. À cet effet, le Code des investissements offre des avantages douaniers et fiscaux ainsi que le régime de change. Mais avec le régime de convention de collaboration, au-delà des avantages douaniers, fiscaux et de change, ce régime accorde aussi des avantages parafiscaux et des avantages sur les recettes non fiscales. C'est pour dire que le régime de convention de collaboration, sous l'accompagnement de l'APCSC, exprime donc cette volonté manifeste de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de doter les pays des infrastructures de base. Par exemple, quand on doit construire des routes, vous savez, on dit la route du développement, c'est le développement de la route. Donc, il n'y a pas de tautologie, c'est pour montrer que quand il y a des infrastructures, déjà, le développement est à la porte et en train d'entrer. Donc, il faut doter le pays des infrastructures de base dont il a besoin pour réduire le déficit entre l'immensité des richesses et le niveau actuel du développement de notre pays. J'aimerais dire à cette auguste assemblée qu'il est possible, sous l'accompagnement de la PCSC, de bâtir de partenariats solides pour le développement d'un Congo fort et prospère. Cela est aussi possible à travers ce forum que les entreprises ou le groupement d'entreprises d'origine africaine ou de n'importe quelle origine de se constituer, permettait la tautologie en un consortium pour pouvoir arriver à signer avec la République démocratique du Congo des conventions de collaboration sous la dynamique de l'accompagnement de la PCSC. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je voudrais terminer ma petite intervention en souhaitant plein succès à cette 10e édition de l'International Business Forum Makutano, une édition qui, je le souhaite, prometteuse pour le développement d'Afrique en général et de la RDC en particulier. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, merci, professeur. Nous invitons notre second VIP à venir nous expliquer un peu plus au nord de la RDC, au Togo, comment se passe le secteur pétrolier. Donc, j'appelle... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, non, je vous en prie. Je vous en prie. Excusez-moi. Un petit aparté. Ah oui, vous pouvez vous déplacer. Ah oui, il n'y a pas de souci. Tout est sur vidéo, donc on va pouvoir rejouer et poser des questions. Donc, nous appelons donc Madame Abira Bonfo, qui nous vient du Togo et que je vous prie d'applaudir bien fort parce qu'elle a pris l'avion de loin. Bon, j'ai pas osé couper le monsieur, mais j'oserais encore moins vous couper parce que je sais que vous n'avez pas besoin que je vous rappelle à l'ordre. Je vais respecter les horaires. Mais on est très intéressé comment est-ce que le secteur pétrolier se déploie en Afrique de l'Ouest et au Togo en particulier. Au Togo, nous n'avons pas de pétrole, donc... Voilà, donc Madame Bonfo est président directeur général de Exclusive Line International. À vous la parole. Merci, monsieur le modérateur. Il m'a été demandé de présenter un aperçu général des enjeux liés au financement des projets pétroliers en Afrique. Donc je pense que ma présentation est beaucoup plus sur ce plan-là. Yes, thank you. En effet, en fin 2022 et 2002, début 2003, l'Afrique est sérieusement devenue l'objet de toutes les convoitises et est devenue aussi une source de pétrole privilégiée par l'Occident. Des efforts considérables se sont déployés donc par ces
puissance internationale afin de multiplier les livraisons pétrolières en provenance de l'Afrique, notamment en provenance du golfe du Guinée. Et l'objectif principal était, à mon avis, d'accroître les importations pétrolières depuis le continent africain. En ce sens, pour essayer de suivre cette demande, satisfaire cette demande, des projets pétroliers ont vu le jour, notamment dans l'amont pétrolier. Qui parle d'amont pétrolier parle plutôt de l'exploration et de la production. Là, je vais m'intéresser beaucoup plus sur l'exploration. Les projets liés à l'exploration sont des projets très coûteux et à un risque financier très élevé. La question est, est-ce qu'on doit laisser nos compagnies pétrolières nationales s'engager dans cette voie très risquée, sachant que nous avons des défis à relever tels que les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, etc. Ou plutôt les orienter vers les champs déjà en production. Parce que ces projets liés à l'amont pétrolier, plutôt à l'exploration, sont des projets avec un taux de réussite moyen qui environne les 25%. C'est-à-dire quand l'État décide d'investir dans l'exploration, il a en gros une chance sur 4 de réussir et 3 chances sur 4 d'échouer. Donc, heureusement, plusieurs États ont plutôt opté pour la libéralisation de ce secteur financier. Ainsi, les États lancent les appels d'offres, les sociétés se positionnent, les attributions se font et les sociétés financent ces projets se remboursent via des contrats CPP, des contrats de partage de production. Et bon, une partie de ces revenus une partie est destinée plutôt à rembourser les investissements. Les États récupèrent leurs redevances. Le profit est partagé entre l'État en question et la société étrangère. Maintenant, qui parle d'appel d'offres parle d'attractivité. Je viens maintenant sur le fond de mon sujet, les enjeux liés au financement. Financer, attirer les investisseurs. Comment est-ce qu'on peut attirer les investisseurs? L'attractivité. Il faut convaincre. Pour convaincre, il faut mettre sur la table plusieurs éléments, tels que la paix, la stabilité, la sécurité, un bon cadre légal, le doing business, être bien positionné dans le doing business, que le classement aussi de la société pétrolière nationale aussi soit bien coté. Aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier l'objet, la qualité et la nature de l'objet. Parce que si vous proposez un gisement qui peut produire pratiquement que de 10 000 barils, il n'y a pas beaucoup qui vont se bousculer. Mais comme le Nigeria, des gisements qui peuvent produire plus de 1 million de barils, même si vous n'avez pas cette paix ni cette stabilité, je vous assure que tout le monde viendra. Donc voilà. Aussi, il y a aussi un défi majeur qui est aussi la pression de ces ONG et de l'Occident qui font pression sur les banques et aussi sur les compagnies pétrolières afin qu'elles réduisent fortement les investissements dans les énergies fossiles. Donc voilà un autre problème posé. Il faudrait voir comment est-ce qu'on peut passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Voilà à peu près ce que je pourrais vous dire par rapport aux enjeux des... Voilà. Je vous propose d'applaudir. Merci beaucoup parce qu'on va avoir un panel tout à l'heure sur le financement et vous m'avez déjà enlevé les mots de la bouche sur plusieurs des
des paramètres nécessaires pour réussir le financement du secteur pétrolier. L'attractivité, la rentabilité, la sécurité, le climat des affaires sont autant de sujets que nous allons aborder pendant le panel. La nature de l'objet, la qualité de l'objet, la rentabilité de l'objet. Voilà. Donc je crois que je veux faire la proposition au ministre de vous nommer comme régulateur du secteur ici pour que nous puissions aller de l'avant avec l'entrain. Je vous propose d'applaudir. Donc nous avons notre troisième VIP Talk. Donc nous appelons donc Monsieur Abdoulaye Bachir Aske à venir nous partager l'expérience à Mars E&P, qui est un producteur de pétrole du Nigeria. Est-ce qu'il est dans la salle? Mr. Abdoulaye Bachir, is he around in the room? No, so we go to the last one. Monsieur Antonio Mosquito, chairman du groupe Falcon Oil. Une fois, deux fois, adjugé. C'est bon, on va voir si on fait un VIP talk à 19h. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous avons bouclé sur cette partie des VIP Talk. Nous avons eu deux interventions intéressantes. Si j'avais su que la troisième et la quatrième personne ne seraient pas là, j'aurais donné plus de temps aux intervenants précédents de développer, de s'exprimer. Je pense que la PCSC avait beaucoup de choses à dire. Ils nous ont donné simplement un aperçu. Et vraiment, j'ai interrompu madame parce qu'elle était sur un bon flux. Mais nous allons passer éventuellement sur mon panel, comme ça moi je peux courir de l'autre côté, au panel finance où il y a un autre débat auquel je dois participer. Donc, comme nous n'avons pas de MC, je fais en même temps l'introduction. Est-ce que Karine, qui est dans la salle, me permet de démarrer sur le panel qui suit? Alors, je vais inviter, pour nous rejoindre sur le podium, un instant. Il ne faut pas que je me trompe ici. Donc nous sommes sur le panel des problèmes de financement pour le upstream et le downstream dans le secteur pétrolier, Et j'invite deux personnes à me rejoindre, donc Monsieur Gaëtan Moukeni, qui est le directeur général adjoint de Access Bank RDC, qui va nous parler de ce que sa banque est capable de faire en termes de financement. Voilà, c'est la problématique de financement de projets de l'amont et de l'aval pétrolier. Et j'appelle Dr. Omar Farouk Ibrahim. If you could join us on the floor, please. So, I think both my panelists, mes deux panélistes parlent anglais. Enfin, il y en a un qui est francophone, mais il se débrouille bien en anglais. Donc, par politesse pour notre hôte, je vais essayer, on va tenir ce panel en anglais la plupart du temps. Je crois savoir que dans la salle, ceux qui ne parlent pas anglais ont la capacité d'obtenir des écouteurs traducteurs. Sinon, je ferai de temps en temps des petites traductions si c'est nécessaire. So, I'll switch to English. Doctor, so you're responsible for this thing, but to go into English, but I think you also, from time to time, are able to go into French. Yes? Do we have the microphones? Do you have microphones? You have one here? Yeah, not for the talk. I think this is... you have one too? Only one for both of you, so you can share this. Yeah. So very briefly, I will introduce Dr. Farouk Ibrahim. Excuse me. Okay. So Dr. Omar Farouk Ibrahim holds a doctorate degree in political science from Rutgers University, New Jersey, USA. I will not go through all his academic background, but starting with doctor, you know that we have serious level here.
Dr. Ibrahim is currently the Secretary General of APO, which is African Petrol Producers Organization, since January 2020. He is also the Regional Chair, Africa, for the World Energy Council, a position that he held since 2022. Amongst various capacities, it's the capacity of APO, en français, l'Association des pays producteurs de pétrole africains, basée à Brazzaville. In that capacity, Dr. Ibrahim is going to talk to us about his vision of what should be done to obtain better financing in the sector. Nous avons aussi M. Gaëtan Monkeni, qui est directeur général adjoint de Access Bank RDC, mais qui est une filiale ou une succursale de Access Bank. Je lui ai dit tout à l'heure une banque nigériane, il m'a vite corrigé en disant que c'était une banque internationale. Et je vais les appeler à se présenter individuellement dans les capacités, dans le contexte du panel qui nous réunit aujourd'hui. Nous attendions une troisième personne qui était un représentant de la banque multilatérale Afri-Exim Bank, qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement de Kinshasa, qui auraient pu aussi, par leur capacité à intervenir sur des financements d'infrastructures pétrolières, nous parler un peu de ce qu'ils avaient fait, et, dont la plus notable qui était récemment la raffinerie du non moins célèbre Dangote au Nigeria. Doctor, could you please, in a couple of minutes, just introduce yourself what is APO, what are the objectives, the mission of APO, and what is making you waking up in the morning and say, I have to accomplish my day today, and just a couple of bullet points. Donc j'ai demandé au professeur de nous donner en quelques points qu'est-ce qui faisait que le matin il se réveillait pour aller gérer comme secrétaire général APO, qu'est-ce qui le motive et qu'est-ce qui aujourd'hui va accrocher notre intérêt pour ce panel. Doctor, you have the floor. Thank you very much. I believe you have introduced me enough. My name is Dr. Omar Farouk Ibrahim. Could you speak up please or close the microphone? Yes. I said I believe you have done the introduction. You've given my name. I head the African Petroleum Producers Organization as the Secretary General since 2020. The African Petroleum Producers Organization, APO, is an organization of oil and gas producing countries in the African continent, established in 1987 and with headquarters in Brazzaville, Republic of Congo. Our objective is to bring together oil and gas producing countries on the African continent with a view to collaborating and cooperating in the field of oil and gas policies and also development, exploration, etc. It was started by 8 countries. Today it has grown to 18 member countries. And there has been a fundamental change in the APA of 1987 and the APO of 2020 to date. Between 1987 and 2019, the APA was essentially an association of like-minded countries who literally pursued their policies in oil and gas, trying to be seen to be cooperating, but more or less focusing more on the developed world. Sorry, more on the developed countries of Europe and America, IOCs. Let me give what I mean. You'll find that Sonahydroc of DRC will relate more with international oil companies in Europe or America or somewhere. NNPC, Nigeria, will do the same thing. SMPC and so on. The relationship between our oil companies and Europe, or the international oil companies and international service companies, was greater than any kind of relationship between us as... Is a DRC member of APO? Sorry?
Democratic Republic of Congo is member of APO or not? I know we only do 22,000 barrels a day, but still. That is why I'm here. So thank you. We'll come to the financing now. DRC is a member, and I want to believe that I was invited here because in the last 2 years, we took a very bold initiative to create the Africa Energy Bank to deal with the challenges of financing oil and gas on the African continent. Thank you. Don't finish the subject of the panel at the 5th minute. We come to it. Monsieur Mukeni, oui. Donc, vous représentez Access Bank. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Access? Que représente votre banque et depuis quand elle est en RDC? Et quelles sont les aptitudes ou les policies, les orientations stratégiques que la banque a par rapport au secteur pétrolier? En quelques minutes. Merci Michel. Voilà, donc comme Michel l'a si bien dit, donc Gaëtan Mukeni, directeur général adjoint de Access Bank en RDC. Alors, Access Bank est un groupe panafricain, donc j'ai effectivement bien corrigé Michel là-dessus, présent dans à peu près 14 pays en Afrique. Access Bank se trouve aujourd'hui dans le top 20 des plus grandes banques africaines, je crois qu'elle a une taille de bilan d'environ 33 milliards de dollars au total. En RDC, Access Bank est présent depuis 15 ans. On est essentiellement focalisé sur la banque des grandes entreprises, même si on a des départements et des possibilités de financer aussi le secteur de la banque de détail, que l'on a commencé depuis quelques années maintenant, et qui formera la plus grande partie, en tout cas la plus grande partie, oui, de la croissance attendue d'Access Bank sur les prochaines années. Donc notre présence dans ce panel, je pense, est liée au fait qu'en tant que banque avec des capitaux, il faut le dire quand même, nigérians, on a eu à financer un certain nombre d'opérations assez importantes en Afrique dans le domaine pétrolier. Et en RDC, on est présent aussi dans ce domaine-là, plutôt dans le downstream bien entendu, dans la banque de détail. Mais voilà, on a non seulement au niveau du groupe, mais aussi localement, une certaine expertise en ce qui concerne les problématiques de financement du domaine pétrolier, puisque c'est ça qu'il est question aujourd'hui, mais des problématiques de financement en général, puisqu'en fait, ces problématiques sont relativement standards, quel que soit le secteur. Merci, merci. Donc, en anglais pour notre hôte, financing issues for upstream and downstream of projects in Africa, generally speaking, present multi-phase challenges that involve regulatory framework, geographical risks, infrastructure gaps, sustainability concerns to attract investment. We talked about it earlier with our VIP talk. So, for the DRC in particular, we have untapped hydrocarbon resources, huge. The minister talked about it earlier in another panel. We have that in the Lake region, in the eastern region, for instance. We have that in the Atlantic offshore. These resources could play a transformative role in the country's economy if we're able to implement those and to exploit them properly managed. However, this potential, which is true for Africa, in sub-Saharan Africa, let's say, in DRC very particularly, could be developed better or faster if financing solutions existed. So I will not go through the list of why there's no financial solutions, but you started the discussion, your word earlier, talking about the creation of the AEB, the African Energy Bank. So can you give us a few directions of what that bank, which to what I understand will start operations early next year? What are the objectives of that bank? Is that bank able to respond to some of these heavy infrastructure issues and questions that African countries and DRC in particular are facing? And what is different with that bank with the other banks? We have, unfortunately, the African Bank representative couldn't make it, but I would have challenged him on what is IAB necessary comparatively to
ADB, AFDB, Afrexim Bank, Africa 50, and name them the number of multilateral funds or banks that are supposed to be financing all these infrastructures, and that we're lacking. And I think in the purpose of our discussion in this specific panel is that whether we go upstreams, i.e. exploration and production, or we go downstreams, we have a few representatives of the downstream sector here, we just reach a portion of what could be done. Doctor, without going into a generic course on a few that your experience can tell us. Thank you very much. What can we expect on this side? Let me make a quick observation. If you don't mind, I will be trying to translate from time to time, so interrupt you after each idea. You are right to say that DRC is blessed with abundant hydrocarbon resources. I would like to add that it goes beyond hydrocarbon resources. DRC is one of the most blessed countries when it comes to resources in the ground. And that should make DRC different from many other African countries. Having said that, I would like to just focus on hydrocarbons, which is what you specifically asked me to talk about. You also asked, what is the difference if you have Afrexim Bank, Africa Finance Corporation, Africa Development Bank, and so many other financial institutions in Africa, and you're talking about creating another bank? Why? To us in Apple, all these banks you have mentioned constitute only one bank. All of them constitute one bank, and Africa Energy Bank is the only different bank. Let me explain. From Africa Development Bank, Islamic Afrexim Bank, Africa Finance Corporation, and all those funds you're talking about, they all have one ideology: run away from fossil fuels. Okay, just give a hint here. Donc le point de vue est de dire que toutes ces banques multilatérales et panafricaines qui existent ont un seul point en commun, c'est s'enfuir le plus loin possible du secteur pétrolier. Their policy is to enhance the global energy transition. And global energy transition says, do not invest in hydrocarbons. So we realize that if we don't have our own banks to invest in oil and gas projects, then the hundreds of billions of barrels we have in the ground of oil and trillions of cubic feet of gas will go wasted because nobody will give us the money to do those oil and gas projects. That's why we said that we need our own bank. Donc aujourd'hui, toutes ces grandes banques ont comme politique particulière, aujourd'hui dans ce monde en transition, de financer la transition énergétique justement, c'est-à-dire celle qui supporte le principe selon lequel on doit s'éloigner de l'énergie fossile le plus rapidement possible pour aller vers des énergies vertes. Et que la création de la Banque africaine de l'énergie a justement pour objectif de permettre de se concentrer sur ce secteur, parce que cette transition prendra du temps, et s'assurer que les centaines de milliers de barils qui gisent sous nos sols aient une capacité d'être extraits pendant cette période de transition. The question many people asked us when we started discussing this bank 2 years ago was, Africa is too poor to start a bank. Because Africa Development Bank really was not started by Africa. It was started by the United Nations for us. The investment came from Europe, from America, from the Middle East, etc. But we are starting an indigenous bank, and people said, you guys are crazy. You're too poor to start a bank that can do oil and gas. Do you have an idea of what's the capitalization level of AEB
how much money are the 18 member countries put down on the table to make sure that that bank is sufficiently capitalized to face the need of oil infrastructure, especially both sides, upstream and downstream, request a lot of financing or capital. It's a capital-intensive industry. We are starting with $5 billion. And it is going to come essentially 60% from our member countries and Afrexim Bank. Our member countries are going to pay 1.5 billion out of it. Afrexim Bank is going to bring 1.5 billion. 1 billion is expected from non-APO African countries, and 1 billion from outside of Africa, focusing on the Middle East and the East, not so much Europe and America. How are the choice of the priorities for AEB is going to be established? Are we going to read in the newspaper that the money went to Nigeria because it's a big producer, or the money went to Angola, and that the less equipped countries like DRC is today will be left over? How do we make sure that there will be some kind of prioritization into the choice of projects that need to be supported? This is one of the biggest challenges or problems we have in Africa. Until we stop thinking of my country, my nation, my territory, Africa will not get developed. The new APO we are looking at, we are really looking at the continent of Africa. We are looking at regional developments. We are not really looking at, we have done this in the past for the last 60 years of our independence, and we have failed. So why must, if Europe can think that despite their development, they are coming together to see themselves as one, why is it that in Africa, everything we want to do, we are looking at it in terms of my territory, my village, my country? The new APO we are looking at, we are trying to establish energy infrastructure that cuts across regions, that cuts across countries. None of our countries, whether it is 50 or 54 countries, depending on what you call them, has what it takes to be a developed country today if we don't pool our resources together. Thank you, thank you, thank you. Let's come back locally to Congo. Mr. Munkeni, we all heard the presentations of the government, the ministers, that has a long-term vision into the sector. Upstream, of course, is the one that we're looking at because of the wealth that is need to be extracted. And we need to reinforce and stabilize the downstream. Especially today, they're facing a lot of financial issues with coming from policies and so on. So, considering that vision, how can local banks structure their financial products to support such capital constraints? What innovations, what orientation the local banks can go into to make sure they are a more active player into that heavy needs of the oil sector? Sure. En français, vous pouvez répondre en français sur celle-là. Donc, comment est-ce que les banques locales, au vu de la vision à long terme qu'a présenté le gouvernement ce matin, peuvent venir modifier leurs produits et leur manière de fonctionner aujourd'hui pour s'assurer qu'ils puissent intervenir dans ce jeu où la capitalisation, où les montants sont importants, les durées sont longues et où le secteur, que ce soit le upstream qui est totalement non financé localement et le downstream qui est lamentablement financé ou très marginalement, comment est-ce que les banques locales peuvent évoluer pour être un acteur ou un acteur plus important dans ce secteur? Ok, merci Michel. Thank you, Michel. Je crois que le financement des produits pétroliers ou le financement en général, comme je le disais, de multiples secteurs multisectoriels en RDC est une problématique à 3 volets. Le premier volet, c'est le volet de la capitalisation des institutions financières. Ensuite, on a le volet de la liquidité des banques elles-mêmes. Et puis après, on a le volet de la gestion des risques. Donc, ils sont 3 volets qui posent problème, qui limitent
comme vous l'avez dit, la capacité de financement. Alors quand on regarde le capital, c'est essentiellement la capacité que les banques ont de financer ces projets-là. Malheureusement, à RDC, je crois que le capital de toutes les banques tourne autour de 1,5 milliard de dollars. Ça fait que si on doit financer un projet pétrolier upstream avec cette taille-là, on tourne autour de 375 millions de dollars pour tout un projet. On comprend bien que ce n'est pas énorme pour pouvoir financer des projets upstream, surtout lorsqu'il faut qu'il y ait de la production. Donc ça, c'est la problématique du capital. Lorsqu'on va au niveau de la liquidité, la majorité de la liquidité des banques congolaises est des dépôts à vue. Ce qui fait que c'est très très compliqué d'aller sur des problématiques de project finance. Et là, on va sur deux volets. Ici, lorsqu'on parle du upstream, on parle de capacité de financer des projets. Donc différemment de financer des projets d'entreprise. Les projets ont des retours sur des flux financiers futurs. Alors que généralement, on a l'habitude de financer des flux financiers actuels. Et pour financer des projets, c'est généralement à très long terme. Avec les dépôts à vue que nous avons, c'est assez compliqué. Et puis après, on a la problématique de la gestion du risque, où les banques locales ont généralement l'habitude de financer sur base d'actifs tangibles. Et c'est pas toujours évident lorsque l'on a des projets upstream qui ont donc des actifs futurs. Alors, ce qui pourrait être fait dans ce domaine-là, déjà, il faudrait commencer par une augmentation sensible des capitaux des banques. Alors ça, c'est un débat qui, je pense, peut être lui-même faire l'objet d'un panel en entier. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte lorsqu'on parle de l'augmentation du capital. Je crois que la Banque centrale a déjà commencé un processus il y a une augmentation du capital des banques qui va rentrer en jeu dans quelques mois. Et ça devrait normalement suivre. Donc cette augmentation peut être aussi organique par rapport à la rentabilité de toutes ces banques année après année, ce qui est le cas déjà pour le moment. Cette capitalisation a pas mal augmenté sur les 5-6 dernières années, même si elle n'est pas encore suffisante. Au-delà de la capitalisation, il y a une nécessité, vu les difficultés que l'on a de pouvoir lever des fonds importants, de pouvoir faire appel à des partenaires internationaux. Alors ça peut se faire sur deux volets. Il y a des banques comme la nôtre qui avons la possibilité d'avoir accès à d'autres bilans de certaines de nos filiales, où on peut faire des opérations syndiquées avec elles. Donc ça peut se faire en interne, à l'intérieur du groupe. Ça peut aussi se faire avec des acteurs externes, comme par exemple les banques de développement ou d'autres acteurs institutionnels. Est-ce que vous pensez que les banques locales font ce qu'il faut pour aller justement chercher dans leur propre réseau des financements qui ne sont pas accessibles en RDC? Est-ce qu'ils le font assez? Et ma réponse est non. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles puissent en faire plus? Non, très rapidement, parce qu'on vient de me faire part d'une contrainte de temps. Oui, non, je pense que, bon, après, s'ils le font assez, c'est vrai que cela dépend. Je pense que là, on rentre dans plus une problématique de la gestion des risques. Il faut que ce soit, il y a certaines banques par exemple qui ont des contraintes dans certains domaines, je ne pense pas que ce soit le cas du upstream. Je pense qu'on pourrait en faire plus. Après, comme je dis, la problématique de la gestion des risques est aussi malheureusement aussi une problématique du risque pays qu'il faut aussi analyser, puisqu'on regarde encore une fois des projets futurs. Donc on parle là d'une certaine forme de stabilité dans un certain nombre de paramètres liés au pays qui rentrent en jeu. Et puis il faut regarder aussi la taille des banques. Comme je disais, Access Bank, c'est 33 milliards de taille de bilan, donc il y a de la possibilité. Il y a certains groupes bancaires qui n'ont pas nécessairement la surface financière pour pouvoir faire face à ça. Donc il y a à boire et à manger dedans. Très bien, merci beaucoup. Je pense que à ce stade de développement du secteur financier local, on ne pouvait pas en dire beaucoup plus. Et nous sommes contents de voir que votre banque va rentrer dans une partition plus active. Okay. Il y a un volet qu'on n'a pas évoqué, c'est plus de syndication locale. Je pense que pour le downstream, en ce qui concerne le refinancement des subsides du secteur pétrolier, des banques locales ont créé un précédent en début d'année où ils ont pu se mettre ensemble pour pouvoir refinancer des subsides en arrière, et que ce type d'approche devrait être faite de manière plus récurrente, éventuellement arriver à une situation de titrisation pour attirer des capitaux, d'autres investisseurs extérieurs, des investisseurs extérieurs qui pourraient venir accompagner l'action des banques pour être plus efficace localement avec les entreprises. Ce serait un bon début pour le downstream, même si les montants sont relatifs, mais c'est déjà un bon début, oui. Doctor, last question, because we are under time constraint. Coming back to the African Energy Bank that we were talking about,
You were talking about the transition and the financing that becomes more and more difficult with classical banking system. But to have a viable life to this new bank, energy bank that is coming, is it envisaged in the strategy of that bank to insert financing that come from the green economy, like the issuance of green bonds? We're talking about DRC. DRC is sitting on an environmental asset that is huge. And DRC have very limited sovereign capacities to really guarantee or participate to the equity of such a new financial instrument that is coming. Is it envisageable that green bonds or any other type of innovative financing based on environment come as new sources of financing to this new financial institution that otherwise would be dedicated to be dead once the transition is over? Look, one thing we will always avoid is to fall into a trap that will make it impossible for us to pursue our objectives in a way that will make us attain our objectives. I started by saying that we have avoided going to the developed countries of the world to come into the bank for the simple fact that if these people, I told you our equity is $5 billion. To us in Africa, $5 billion is a lot of money. To these people, $5 billion is not a lot of money. They can come and put their money there and derail us from our objectives. For that reason, what you're proposing will not be our priority, even if money is going to be found in that. We have always believed that Africa is rich. Africa has the money. What we need to do is reprioritize our expenditure. I always give example. I had worked in the OPEC Secretariat between 2002 and 2010. And anytime I'm told Africa is not rich or Africa is poor, I say it's not true. Because in 2002, oil prices were between $22 and $28 per barrel. If it exceeds $28, it is considered to be very high. If it's 22 or less, it's considered low. At that time, global oil production was about 82 million barrels a day. By 2008, in about 5 years, 6 years, global oil production had gone up by about 3 million barrels. Oil prices had moved from $22 to $150 per day, per barrel. Please allow me to finish this. Yeah, come back to the environment. The point I'm making is each African country that was producing oil made a lot of money from oil at that time. Where did the monies go? You know, we all understand that point, and this is something that we can talk about for the next decade also, to wonder what have we done with all this huge financing that came. But we have to, for the sake of time, we have to end this panel. So I thank you, both of you, for having given me your view of the financing of the infrastructure. What I can understand, or I can keep from this, is that, at least for the DRC, we still have a long time to go before we can find financing solutions that will enable us to enhance or speed up the construction of our decent infrastructure upstream and downstream. We will remain dependent very heavily on the private sector of large corporate investment and from the strategies of the governments to make sure that business climate and other fiscal and conditions, security, are improved to enable those investments to happen. What I understand also, we have some initiatives from African states, and here this creation of this Africa Energy Bank is a hope
that 5 billion is small, or it's big as a number, but it's small comparatively to the need that would represent for the 18 member countries the decent infrastructure that this continent would need to accompany the growth of population, the growth of the economies. We have billions of dollars behind in terms of our capacity to install infrastructure upstream or downstream to respond to the need of our economies to catch up just in the international game. But there is some hope that we're looking into the right direction. I'm happy that you gave us that hint. Messieurs et dames, désolé pour le français anglais, je pense que la plupart ont compris. Malheureusement, les organisateurs de ce house me demandent de ne pas aller sur les questions-réponses parce que nous avons une contrainte de temps avec certains autres panels qui doivent suivre. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que nous avons pu dire des choses qui ont retenu votre attention et qui vont attirer votre curiosité à suivre demain quels sont les développements pour que nos économies rattrapent leur retard dans le secteur pétrolier. Je vous remercie. Avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. J'ai reçu mandat de faire intervenir M. Ziad, l'imam, qui va faire la modération. Je pense que nous allons tous découvrir ce qu'il va faire. Est-ce que M. Ziad, il est là? Ok. Nous lui donnons la parole. Il n'est plus à présenter dès l'instant où il était déjà avec nous ici. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai le redoutable privilège d'essayer de résumer cette journée et de nous orienter vers le futur. Ce qui compte, c'est le futur plus que le passé. Je pense que pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'était pas un spécialiste des hydrocarbures, j'ai appris beaucoup de choses sur la complexité de ce secteur et ce que je vous disais ce matin sur le fait qu'on ne peut pas séparer les segments du métier, c'est-à-dire tout ce qui est en aval, tout ce qui est en amont, tout ce qui est production, tout ce qui est distribution, tout ce qui est recherche, tout ce qui est financement, tout ça est lié et on le sent très bien parmi toutes les interventions qu'on a eues aujourd'hui. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'il y a eu des informations, donc je ne veux pas revenir sur le one-to-one avec le ministre, mais j'ai quand même entendu une ou deux choses importantes, en particulier la relance probable du processus d'appel d'offres sur des bases différentes et la fin du contentieux ou de la discussion sur les fameux blocs Ventura, Lac Albert. Donc je pense que ça sera aussi des signes très importants pour la communauté extérieure qui nous regarde parce que la confiance, elle se joue aussi beaucoup à l'extérieur et donc ça sera des signes importants. J'ai perdu mon petit résumé parce que les iPhones ne veulent pas attendre 30 secondes. L'autre chose qui m'a particulièrement marqué, c'est les discussions entre marché local et marché régional. Je pense que c'est vraiment un vecteur de réflexion, en particulier en RD Congo, puisque vous êtes au centre de tout en fait. Vous êtes à mi-chemin de l'ouest, de l'est, du sud, du nord, et vous êtes une espèce d'état géant pivot. Et donc avec vos richesses hydrocarbures ou gaz, plus les autres, vous êtes forcément connecté à un environnement. Et je pense que cette réflexion sur un marché régional de l'énergie est une réflexion extrêmement importante et qu'il faut mener activement et qui participe aussi de la mise en valeur du potentiel. C'est-à-dire que si les investisseurs et les partenaires ont la sensation que ce qui se produit en RD Congo peut sortir facilement ou peut rentrer facilement avec moins de risques et moins de contraintes, avec des accords bilatéraux ou régionaux, ça activera forcément la valorisation de la richesse congolaise. Et ça m'amène au point suivant, qui est d'un côté, à vous entendre tous, un formidable potentiel, et vraiment on écoute ça avec intérêt. Moi je serais dans le pétrole, je m'intéresserais à l'ère des Congo, et en même temps une formidable complexité. On sent l'immensité des challenges, que ce soit administratifs, légaux,
que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes de réformes. Et on sent aussi que ces réformes, elles ne sont pas des réformes purement sectorielles, mais que ce sont des réformes transsectorielles, c'est-à-dire ce qui concerne les hydrocarbures, ça concerne aussi l'environnement, ça concerne aussi le fiscal, ça concerne aussi toutes sortes d'aspects, et qu'on voit qu'il y a un effort à faire au niveau de la gouvernance, au niveau de la puissance publique, pour mettre toutes ces réformes en même temps, pour pouvoir valoriser le secteur. Alors à la fin, on a parlé d'un point clé, qui est la question des financements. Je pense qu'on peut raconter ce qu'on veut dans la vie, mais s'il n'y a pas les financements, s'il n'y a pas des mécanismes de financement pour soutenir les projets, il n'y a pas de projet. Et on le voit très bien sur des secteurs comme les hydrocarbures. Alors c'est un sujet qui pourrait nous occuper très longtemps, parce qu'on est aussi dans un, et je le dis avec sincérité, dans une bien-pensance écologique, développement durable, qui fait que les financements qui vont à destination des hydrocarbures ne vont pas à destination des hydrocarbures, parce qu'il y a une pression globale et internationale sur les énergies durables, sur les énergies vertes, etc. Donc on ne met pas d'argent, c'est vrai qu'il n'y en a pas, mais on ne met pas d'argent dans la production et le développement des hydrocarbures. Et ça, c'est une vraie difficulté pour des pays émergents, parce que pourquoi ne pas exploiter les hydrocarbures, même en essayant de se mettre square en termes de développement durable, c'est-à-dire en équilibrant la partie énergie carbonée et la partie énergie non carbonée, mais pour ça, il faut que l'investissement suive et que le financement suive. Et là, on a une vraie difficulté. Et vous savez que on parle beaucoup de néocolonialisme écologique sur la partie verte, mais on pourrait parler aussi de néocolonialisme écologique sur la partie carbonée. Comment voulez-vous qu'un pays de 100 millions d'habitants puisse renoncer à sa richesse carbonée dont il a besoin aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que dans 20 ans, ça sera la même dépendance, mais aujourd'hui, vous avez besoin de produire de l'énergie, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Et c'est le même cas pour le Mozambique, c'est le même cas pour le Sénégal, c'est le même cas pour la Côte d'Ivoire, c'est le même cas pour de nombreux pays africains. Et là, je pense qu'il y a un vrai débat international. Enfin, le dernier point qui m'a frappé, c'est le fait que vous êtes à la conjonction de tous les enjeux du moment, j'ose pas dire du siècle, mais du moment. C'est-à-dire que vous êtes à la fois sur la partie carbone, vous êtes à la fois sur la partie développement durable, avec tous les minéraux que la chance, ou Dieu, ou le hasard, ou le chaos de l'univers a mis sous votre sol, et vous êtes à la fois détenteur de droits inaliénables, mais qui vous obligent sur la partie forêt. Vous avez 60% du bassin du Congo, vous êtes le deuxième, si je ne me trompe pas, poumon de l'humanité, donc si on en perd un, il n'y en restera plus qu'un. Et déjà que nos amis brésiliens ne sont pas très... Enfin bon, ça va mieux depuis quelques années, mais... donc vous avez les trois volets, et on se dit que cette espèce de centralité vous donne des armes extrêmement importantes dans la négociation internationale. J'en reviens toujours au rapport de force. Moi, je crois que les beaux discours, c'est très bien, mais quand la vérité du fond, c'est des rapports de force. C'est des rapports financiers, c'est des rapports de force. Vous avez probablement beaucoup de pétrole et de gaz, vous avez des minéraux qui sont absolument essentiels à la transition, j'allais dire au développement durable et à la transition climatique, et vous avez la forêt dont on a absolument besoin globalement pour survivre. Donc vous avez les opportunités, et si je peux me permettre un message un peu direct, à vous de les saisir, à vous de les prendre, à vous de les imposer, et à vous de faire en sorte que cette triple richesse-là soit exploitée au mieux pour vous, pour vos enfants et vos arrière-petits-enfants. Voilà, j'étais très heureux d'être là aujourd'hui. Je cavale un peu parce que je dois aller au Pullman pour participer à un panel sur la com, donc mon métier originel, et j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir tous à Keene ou à Paris ou à Bruxelles. Je disais hier qu'à une époque, Bruxelles était la capitale de la Belgique et avait pris le Congo, mais en fait maintenant Bruxelles c'est la seconde ville du Congo, parce que chaque fois que j'y vais, je vois à peu près tout le Congo là-bas. Donc vous avez inversé le cours de l'histoire, ce qui est pas mal. Merci à tous. Nous remercions Ziad qui nous a replongé totalement dans ce qui avait été dit les avant-midi et ainsi en début d'après-midi. Il a résumé toutes les interventions. Nous allons en ce moment inviter M. Gianni Kanda, qui nous vient de Paris, qui est le directeur général de GK Énergie. Il va nous parler sur la valorisation du gaz torché. Il aura 10 minutes pour faire son exposé.
Monsieur Djani, vous allez prendre 2 minutes pour vous présenter. Et c'est qui s'occupe désormais de ce qu'il y a sous terre et sous les lacs et sous les forêts de la RDC, à savoir les hydrocarbures, que c'était une question qu'on réservait à l'avenir. Parce qu'il y a encore 5 ou 6 ans, on avait des informations qui n'étaient pas très claires. Nous connaissions tous la compagnie Perenco qui produit 25 000 barils jour chaque année. Je ne sais pas si la production a changé. C'est tout ce que nous connaissions et des connaissances vagues en termes de potentiel, en termes de ce que la République démocratique du Congo pouvait ressortir. Et depuis 4-5 mois, le président de la République et la première ministre ont fait le choix, j'allais dire du transfèrement ou de la permutation, d'envoyer M. Sakombi Molendo au ministère des hydrocarbures. C'était un défi, mais au bout de 4 mois, je me fais les plaisirs ici de témoigner, de voir que les axes stratégiques qui ont été mis sous sa responsabilité ont tous pris l'envol. Parce que lorsque, dès mon bureau, j'ai suivi qu'il y a une annonce majeure qui a été faite ici au sujet du Graben Albertine, de bloc 1 et 2, que la République démocratique du Congo va finalement récupérer tous les titres, ou encore lorsqu'il y a quelques semaines, on avait pris le courage de reconnaître que ce que nous avions commencé à faire sur notamment les appels d'offres et les blocs pétroliers, il y a des choses qui devraient être revues. Pour arriver à le faire, il faut avoir le courage. Et donc, au cours de cette excellente initiative, qui en réalité, pour le gouvernement, constitue un début de réponse au défi de la République démocratique du Congo, cette initiative, j'allais dire le Makutano, où nous voulons faire combiner non pas seulement les intelligences congolaises, mais aussi les intelligences étrangères de ceux qui, dans les domaines, ont fait des pas avant nous pour que nous puissions finalement nous enrichir et être les pays solutions au sens réel du terme. Parce que lorsqu'on regarde le potentiel, y compris en hydrocarbures de la République démocratique du Congo, on est en mesure à la fois d'être le champion en termes de pétrole, en termes de gaz, et peut-être même en termes, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé ici, en termes de sable bitumeux, parce qu'il faut qu'on construise des routes et on en a besoin. Et donc ici, Monsieur le ministre, je sais qu'il y avait, dans le cadre des prérogatives ou de ce qui vous ont été donnés comme mission, il y avait essentiellement 4 points. Il fallait regarder comment renforcer l'administration des hydrocarbures, parce que c'est un domaine qui requiert des compétences particulières. En tout cas, nous avons suivi pour le peu de temps que j'ai su rester ici. Je crois que même en termes de vocabulaire, si vous n'êtes pas très initié, il est difficile de le comprendre. Et le pendant, peut-être le plus important sur lequel il faut que nous, on s'appuie, parce que les politiques, on est là pour un temps, c'est l'administration. Et sans une administration qui est pleinement informée, qui est pleinement formée et qui est en constante formation, on ne sera pas en mesure de répondre aux défis. Et de ces points de vue, je note avec satisfaction que les bases ont été posées. Nous espérons, en tout cas pour ce qui concerne le volet formation, que cela continuera. L'autre point, non moins important, c'était l'intensification des recherches géologiques et pétrolières. Bon, parce qu'on sait qu'on a les Graben Albertine, on sait, on spécule, on dit qu'il y en a en dessous de la cuvette centrale. La question, c'est pas de savoir que nous en avons. La question, c'est de se dire, on le sait, mais nous les avons en quelle quantité? Est-ce qu'on est en mesure de commencer un processus non moins important qui s'appelle certification? Au moins, nous saurons de quoi on parle. Nous saurons de quoi on parle. Et de ces points de vue, Monsieur le ministre, je pense aussi que vous avez entamé la bonne marche dans la bonne direction, parce qu'aujourd'hui, je sais que nous nous organisons pour avoir des données centralisées, actualisées et accessibles, qui permettront à tous ceux qui sont intéressés dans le domaine de venir et d'investir plus facilement en République démocratique du Congo. Alors l'autre point, c'est un point d'attache que nous avons en commun, c'est qu'à travers les hydrocarbures, on peut aussi promouvoir l'image de marque de la République démocratique du Congo. Parce que moi, je suis convaincu, et c'est ce que nous racontons tous les jours, que le Congo est mal raconté. Lorsqu'on raconte la RDC, on la raconte le plus souvent sous les prismes de la guerre, sous les prismes de la violence, parce que ceux qui parlent le plus de la RDC, c'est des journalistes, j'en suis un. Les bonnes nouvelles ne sont pas toujours intéressantes, ou les ONG, parce qu'elles vivent des situations qu'elles dénoncent.
Mais ici, grâce notamment aux initiatives comme Makutano, nous nous approprions ce que nous, on appelle le narratif. Et en nous appropriant le narratif, nous-mêmes, nous venons raconter ce que nous sommes dans nos défis, parce qu'il faut considérer que tous les problèmes que nous avons en réalité, c'est des défis pour ceux qui ont les flairs, et que les problèmes d'aujourd'hui peuvent devenir des solutions à la fois pour nous et pour le monde. Mais par la même occasion, à travers les hydrocarbures, nous avons eu une forte polémique. Une forte polémique parce qu'on nous a dit que vous voulez exploiter les pétroles dans des aires protégées. Et de nos jours, lorsqu'on vous dit que vous voulez toucher aux aires protégées, quand vous vous appelez la République démocratique du Congo, on vous regarde durement. Et on vous en veut pratiquement. Parce que le monde tient à ce que nous ne puissions pas détruire nos forêts ou notre potentiel, parce que nous sommes simplement le poumon de l'humanité. Je ne suis pas spécialiste pour parler du bassin de l'Amazone, mais je pense que les réserves que nous avons en termes de tourbières et de tout le potentiel que nous avons aujourd'hui, certains spécialistes disent même que la République démocratique du Congo vient avant le Brésil. Parce que de l'autre côté, il y a eu la transformation, évidemment, qui a conduit à avoir de richesses. Mais nous devons donner des réponses à nos populations riveraines parce qu'ils doivent vivre de ce qu'ils ont obtenu naturellement ou grâce à Dieu. Mais dans les efforts qui ont été consentis à votre niveau, il y a comme une forme de clarification. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons des engagements mondiaux ou internationaux en termes de protection de l'environnement et que nous ne prendrons pas le risque, dans un contexte où on se présente comme pays solution, d'aller toucher là où il ne faut pas toucher. Sauf si, évidemment, il faut avoir des technologies poussées, des technologies appropriées qui s'assureront de ne pas affecter l'écosystème que nous devons protéger parce que finalement, nous sommes une réponse aux problèmes du monde. Et donc, de ce point de vue, il y a aussi un effort à faire en termes de transparence. Monsieur le ministre, vous savez tous que dans le cadre de l'initiative de transparence des industries extractives dans les secteurs miniers, nous avons fait beaucoup de bancs parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les contrats sont publics et consultables. C'est des pas que nous faisons vers la bonne gouvernance, non pas parce qu'on nous y oblige, parce que le président de la République et tous les gouvernements y croient et nous les faisons par conviction. Et je crois savoir que de ces points de vue, monsieur le ministre, vous avez aussi jeté les bases, parce que bon, finalement, hier c'était, avant-hier c'était le 12 novembre, on faisait à peine 5 mois pour un secteur si technique. On doit vous reconnaître, vous avec votre équipe, des efforts considérables pour nous permettre aujourd'hui d'avoir des choses à raconter et des bonnes nouvelles à annoncer. Je vais terminer sur quelque chose de plus basique, parce que lorsqu'on nous parle des pétroles, nous on voit le carburant. Matin, midi et soir, nous on veut s'approvisionner. Et il y a toujours cette grosse polémique avec cette expression qui est devenue commune à nos oreilles, manque à gagner. Et nous, le gouvernement, nous disons toujours qu'écoutez, nous subventionnons le carburant à 40%. Et c'est effectivement vrai. Tout à l'heure, je suivais la présentation de M. Pili Pili qui disait au Soudan, les carburants coûtent, je crois, aux 0,4 $. Si j'ai bien suivi, en RDC, c'est plus d'1 $. Et je suis sûr que le prix n'est pas le même partout. Parce que je sais qu'il y a la zone ouest, la zone est, je ne suis pas spécialiste, monsieur le ministre, mais je sais qu'il y a un effort qui est fait, notamment en maintenant un climat des discussions, même si ces discussions sont souvent difficiles, avec les groupes des pétroliers producteurs, comme on les appelle, et qui s'occupent de notre approvisionnement en carburant au quotidien. Mais là aussi, il y a des choses qu'il faut retoucher. Parce qu'on peut peut-être l'avoir à un prix plus réduit, peut-être qu'on peut améliorer les circuits d'importation. Je ne suis pas, encore une fois de plus spécialiste que vous sur le sujet, mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a des avancées dans la discussion. J'ai discuté encore avec un pétrolier hier qui disait « Nous ne sommes pas encore totalement satisfaits, mais le fait d'être à table et de discuter, c'est déjà un bon début qui augure un avenir qui va plutôt vers des horizons positifs. » Je vais terminer par une expression que je ne pensais pas entendre dans les secteurs pétroliers. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que pour l'administration, il y a un effort à faire pour continuer les processus de formation. On parle de marquage. Bon, moi, je suis fan de foot. Quand on marque, on sait qu'on serre un peu à la ceinture, mais je ne savais pas qu'on pouvait marquer les produits pétroliers.
Mais tout ceci, c'est pour vous dire simplement que toutes les spécificités, toutes les exigences, tout ce que certains diront les due diligence qui doivent être faits dans les secteurs pétroliers sont à table. Et donc aujourd'hui, comme porte-parole du gouvernement, j'allais dire, c'est lui qui, après le président Tshisekedi, la première ministre, tient au devoir de redevabilité, qui de manière régulière s'assure que les membres du gouvernement sont en mesure, non pas seulement de faire, parce qu'il ne suffit pas de faire, mais de faire savoir ce qu'ils font, même si on n'a pas encore eu l'occasion de faire notre briefing. Mais je suis heureux de voir que vous avez plutôt tracé le chemin et que dans les mois qui viennent, nous sommes, Madame Wivine Moleka ne me contredira pas, surtout parce qu'elle est témoin de tout ce que vous faites ensemble, que nous serons à mesure de dire que les secteurs des hydrocarbures, on n'en parlera plus comme fiction, on n'en parlera plus comme projet, mais on en parlera parce que nous aurons des majors qui viendront, parce que nous aurons des pipelines qui toucheront au Graben-Albertine et parce que nous aurons une gouvernance et une stratégie claire sur les sujets qui pourra même nous permettre de l'utiliser comme levier pour régler un certain nombre de problèmes, y compris sécuritaires, en République démocratique du Congo. Donc, je me ferai l'économie des mots en terminant ces brefs rappels de ce qu'on a pu noter comme point positif de votre action, Monsieur le Ministre. Les restes, on parlera des défis et j'espère que nous prendrons rendez-vous, non pas seulement dans le cadre de Makutano l'année prochaine, mais aussi dans le cadre de notre exercice de redevabilité où vous aurez plus de questions que celles que vous avez eues tout à l'heure avec Ziad Limam. J'ai dit, je vous remercie. Merci, merci Excellence, Monsieur le Ministre. Même si nous constatons que vous avez effectivement le langage du secteur, c'est par ces mots que nous allons terminer la journée des hydrocarbures. Cette journée va se terminer par une séance de photos. Nous allons demander à leurs excellences de se tenir devant et les panélistes ainsi que tous les intervenants pourront s'adjoindre à eux pour une séance photo. Excellence, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, Excellence, Monsieur le ministre. Du 13 au 15 novembre, Kinshasa accueille la 10e édition du Makutano. Mine et énergie, finance et tech, hydrocarbures, petites et moyennes industries, agribusiness et santé, industrie culturelle et sport. Plus de 2500 chefs d'entreprise. Le Makutano 10 vous souhaite la bienvenue. Édition spéciale en direct pendant tout le forum sur Top Congo FM.